Je viens du futur. Dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Blast from the past. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. Blast from the past. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Blast from the past. Le convecteur temporel. Blast from the past. Bienvenue à nouveau dans Blast from the Past, 9e émission déjà, toujours un plaisir de vous accueillir dans mon laboratoire d'exploration temporelle. Aujourd'hui une émission un petit peu particulière à plusieurs niveaux. Premièrement au niveau technique, parce que j'ai démonté le Time Jumper pour tenter de fabriquer un convecteur portable en miniaturisant la turbine chronométrique. Donc le temps que ça se fasse, on ne pourra pas faire de micro-saut dans le temps. J'utiliserai donc la machine en mode stationnaire, mais bon, c'est pas trop gênant. Deuxièmement, je reçois ce mois-ci un invité de marque, acteur incontournable et atypique de la scène techno des années 90, Lady Barbarella, alias Bruno Gauthier. Si pour certains ce pseudo n'évoque que le film de Roger Vadim avec Jane Fonda, pour d'autres comme moi, il évoque une période très particulière sur la Côte d'Azur, avec notamment ce lieu mythique qu'a été le Barbarella, restaurant cannois haut en couleur, qui a accueilli des légendes du milieu comme Laurent Garnier, Jeff Mills, Scanix, Damon Wild et beaucoup d'autres. Bon, je vous gâche pas le plaisir, je programme la machine pour un saut en 1994. On va y rejoindre Bruno qui a pris de l'avance. Accrochez-vous à votre casque, on y va. Donc salut Bruno. Salut. T'as fait bon voyage temporel. Très bon. Donc tu fais partie des figures incontournables de la techno des années 90. Alors pour une raison bien particulière, c'est le personnage de Lady B, Lady Barbarella. Est-ce que tu peux nous expliquer sa genèse ? En fait, Lady Barbarella, elle est née de la combinaison de plusieurs coïncidences en fait. J'ai créé un établissement en 93 qui s'appelait le Barbarella en fait, qui était un restaurant club dédié à la house et à la techno en fait, et avec un thème très années 70, très space design des années 60, comme le film Barbarella en fait, dont je me suis inspiré. Voilà. Et en fait, ma première date officielle de DJ booké à Nice, c'était pour un Mardi Gras. Donc du coup, le restaurant existait déjà depuis presque un an. Et en fait, cette soirée, je me suis habillé en Barbarella en fait. Voilà, cette espèce de personnage complètement années 60, super fashion, etc. Donc à l'époque, c'était un peu tout qui se mélangeait, le jeune homme gay qui écoute de la techno et de la house. Donc du coup, naturellement, ça a pris son sens en fait. Voilà. Et tout ça, inconsciemment, a dû faire que tiens, ah bah oui, pour c'est la semaine du carnaval à Nice. Il y a cette soirée-là, je vais m'habiller en Barbarella en fait. Voilà. Et il s'avère que ce soir-là, dans les clients, il y avait un organisateur de soirée de Montpellier, Enzo, qui faisait de très grosses soirées en fait. Et il avait entendu parler du restaurant, etc. Et ce soir-là, il était parmi les clients en fait. Il était à Nice, je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus. Et donc il a entendu le set et il a vu le personnage. Et du coup, je me suis retrouvé booké pour une énorme soirée à Montpellier, plusieurs mois plus tard, avec Jules, Slam et d'autres artistes dont je ne me rappelle pas le nom. Je me rappelle que de Slam et de Jules en fait. Voilà. Et puis après c'est parti.
puisque forcément, à cette soirée de Montpellier, il y avait plusieurs milliers de personnes. Et là, du coup, voilà. Et le passage de Lady Barbarella à Lady B s'est fait à l'époque de la sortie du premier disque sur F Communication, parce que Sven Väth avait déjà sorti un album sous le nom de Barbarella, en fait. Voilà. Inspiré de Barbarella, dont il lui avait donné le nom. Et du coup, ça faisait un peu redite. Et après discussion avec Laurent et Eric, ils m'ont proposé de couper le Barbarella, de garder le B en fait. Puisque je m'appelle Bruno, puisque le restaurant s'appelle le Barbarella, etc., etc. Voilà. Et on est tombé d'accord, j'ai gardé ce nom-là en fait. Bon, après j'ai su, quelques années plus tard avec Internet, j'ai su qu'il y avait une rappeuse américaine qui s'appelait comme ça en fait. Du coup, bon, peut-être qu'à l'époque on aurait peut-être choisi... Enfin, à l'époque j'aurais peut-être choisi autre chose si j'avais su qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait ce nom-là. Mais bon, il n'y avait pas Internet et c'était à l'époque c'était pas une rappeuse qui était sur le devant de la scène en fait. Voilà. Donc ça c'est l'histoire du personnage en fait. Hein. Une moitié de hasard et d'inspiration naturelle de par l'identité sexuelle et le fait de vouloir se différencier en fait. Voilà. Mettre en avant la différence en fait. Voilà. Donc le lieu qui lui correspond, donc le Barbarella, que tu avais ouvert un petit peu avant, était vraiment atypique. Hein. C'était vraiment donc un restaurant, déjà atypique par la déco, le service, et puis le fait qu'il y ait une musique omniprésente, on va dire, surtout house et techno. Alors c'est un lieu qui a accueilli quand même pas mal de DJ de renommée mondiale. Moi j'ai souvenir notamment d'une soirée qui est celle des 3 ans du restaurant, où il y avait un line-up assez particulier, puisque on avait pour la soirée Laurent Garnier, Jeff Mills, Damon Wild, Scanix et DJ Deep. Qui avaient des rôles bien différents sur le début de soirée, puisque dans le restaurant, Laurent était au service, Jeff était sommelier, Scanix était au bar, Deep assurait l'ambiance sonore et Damon Wild était en cuisine. Et en fait, je leur ai demandé donc Laurent au service, puisqu'il a déjà fait ce métier-là en fait quand il était plus jeune en Angleterre. Me semble que c'était en Angleterre. Jeff, puisque c'est un amateur de vin, donc je lui ai demandé de composer la carte des vins, de choisir les vins. Damon a été cuisinier, donc il a composé le menu, voilà, en partenariat avec notre chef de cuisine à l'époque pour que ce soit pratique en fait. Bon, après Stéphane, c'était un peu une place par défaut. Et puis c'était le bar, à l'époque, il était situé juste à l'entrée, donc c'était la première personne qui voyait en fait. Et oui, je trouvais ça drôle en fait. Bon, à l'époque, c'était moins... On était dans comme au tout début de quelque chose en fait, où le contact est plus direct. Il y a moins de règles de business. Oui, on s'imagine moins organiser une soirée de ce type-là aujourd'hui. Ce serait plus difficile peut-être. Ça dépend qui l'a fait. Je suis sûr que si un artiste demande à un autre artiste de faire une prestation un peu exceptionnelle ou quelque chose d'un peu décalé, je vois pas pourquoi il dirait non. A priori, je sais pas. Bon, maintenant tous les établissements musicaux sont des clubs ou sont des salles de concert ou sont des voilà. Donc le décalage est plus. Il faudrait se creuser la tête un peu, mais quelqu'un d'un peu créatif, je pense qu'il peut demander quelqu'un. A priori, je vois pas pourquoi il dirait non. Je sais pas moi, si Laurent il appelle Jeff pour lui demander une prestation un peu spéciale pour un événement, je vois pas pourquoi Jeff il refuserait en fait. A priori, on pense que c'est plus difficile. Oui, parce que c'est... Pourquoi ? Parce que je pense que ils ont fait le service, donc là forcément... Mais moi je les voulais au contact des gens en fait, c'est pour ça que je leur ai demandé ça. Pas forcément parce qu'ils ont
exercer ce métier, mais c'était pour justement, c'est le message que véhiculait un peu tout le mouvement musical, c'est-à-dire l'accessibilité, l'égalité, les barrières qui sautent, les murs qui s'effondrent. Donc du coup, le fait de les faire travailler au contact des gens avant de les faire travailler à la soirée, c'était une manière d'exprimer la même chose autrement, puisque les gens ont pu leur parler, les gens ont pu les approcher, etc., en fait. Donc c'était vraiment la démarche. Voilà. Alors parmi les invités, comme on disait, il y avait Scanix, donc Stéphane. Ça me permet de rebondir sur l'EP dont tu as parlé, parce que j'ai lu quelque part qu'il avait joué un rôle important dans c'est lui qui l'a produit. Voilà, dans la production de l'EP. Ah oui, c'est carrément lui qui l'a produit. Moi, je suis arrivé avec mes maquettes et mes idées, et ça a été fait chez lui dans son studio en fait. Moi, je savais pas comment ça marchait à l'époque. J'étais DJ, j'avais bidouillé avec des potes, on louait un studio ici à Nice, très cher d'ailleurs, pour essayer de faire des choses. À ce moment-là, j'ai commencé à voir un peu comment ça marchait, et on a fait des maquettes avec un gars qui était l'ingénieur du son de ce studio en fait. Et quand les maquettes ont été acceptées par Fcom, accepté. Au moins, ils ont accepté l'idée en disant qu'il faudrait que ce soit produit un peu mieux, etc., Mais pourquoi pas avec Stéphane, qui est déjà chez nous, qui avait déjà un maxi sorti. Il avait déjà sorti un disque sur Fnac, me semble-t-il. Oui, il y avait eu le Satori EP. Voilà, c'est ça. Voilà, et sur Fcom, il y avait eu le Access. Voilà, c'est ça. Et le Access, voilà, et donc, comme il habitait à Nice, et que Stéphane, je le connaissais de vue, c'était un client du Barbarella, et en plus, c'était un client assidu des soirées techno à Cannes, pour lesquelles je bossais, avant le Barbarella, en fait, qui ont commencé en 90. Voilà. Il en a manqué aucune, en fait. Voilà. Donc d'où la rencontre et Voilà, déjà je le connaissais à cette époque-là. Après j'ai su qu'il était sorti qu'il avait un disque qui était sorti sur Fnac, puis sur Fcom, et en fait tout ça a matché parce que à Cannes il y a le Midem, et forcément Stéphane Scanix, qui était en contact avec Garnier à Paris, etc. Du coup, l'existence du restaurant s'est su un petit peu plus haut, voilà. Plus le personnage qui commençait à avoir de la visibilité du fait du personnage, le DJ du fait du personnage qui commençait à avoir de la visibilité sur le Sud, et donc pendant le Midem 94, Garnier a fêté ses 29 ans au Barbarella en fait, voilà. Et là du coup on s'est tous parlé en fait, et moi je savais par Stéphane qu'il allait descendre, donc du coup 2, 3, 4 mois avant, c'est là où j'ai mis les bouchées doubles pour faire des maquettes en fait, voilà, pour leur donner. Donc oui, tu parlais du personnage qui était assez atypique au niveau des DJ, qui a une belle visibilité. Je me rappelle notamment d'un événement, c'est ton mariage avec Carl Cox. Ah oui, c'est ça, il est jamais venu d'ailleurs. Carl est jamais venu, c'est Jacques qui a joué à sa place. Et on s'est vraiment on s'est mariés, il y a eu la scène en fait, voilà. C'était un organisateur de Montpellier c'était 2 organisateurs de Montpellier qui s'appelaient Fred et Lionel. Gay aussi d'ailleurs, qui faisait plein de soirées à cheval entre la culture gay et la culture house et techno. Et du coup, un jour, je devais jouer pour eux. J'ai dû jouer pour eux avant, et puis on a dû partir au cours d'un dîner. Dans des idées pour faire des événements originaux, etc. Puis ça a dû sortir comme ça, et puis ils sont allés jusqu'au bout en fait. Je me rappelle plus pourquoi Carl est jamais venu. Je
Je sais plus. Il était booké, il était réservé. Je sais pas, il a dû avoir un problème d'avion ou je sais pas quoi. Bon, bref, il est pas venu. Tu as d'autres souvenirs de soirées comme ça un peu atypiques qui ont mis en scène ton personnage ou qui sortaient un peu de l'ordinaire? Les 1 an d'EFCOM, oui, parce que c'était la pire tenue pour. Non, les 2 fois où la tenue était vraiment handicapante, c'était les 1 an d'EFCOM et la première tournée d'EFCOM au Japon, au Liquid Room. Voilà. C'était le Japon, j'ai voulu en mettre un gros coup et là, franchement, j'ai galéré, quoi. J'ai vraiment galéré, mais je m'en suis bien sorti, en fait. J'ai fait toute la 1h30 de set, je crois. J'ai fait les dernières 45 minutes à 3 platines avec une perruque qui faisait 45 cm de diamètre, des chaussures, je sais pas comment je faisais pour marcher. Enfin bref, je m'en suis pas mal sorti, en fait. Voilà, il y a ça. Et après, il y a un autre moment, mais qui est moins lié au personnage, qui est plus lié à la situation. C'était quand j'ai joué à Belgrade en 96, pendant la guerre, en fait. Voilà. C'était le fils du ministre de la Culture qui avait organisé l'événement dans les studios de cinéma de Belgrade qui étaient fermés puisqu'ils étaient en guerre. Voilà. Donc il a fallu monter à Paris pour aller faire un visa, se faire interrogatoire. Je suis redescendu à Cannes, à l'époque j'habitais. Après on est remonté à Paris pour prendre l'avion. Il est venu nous chercher à Paris, il a fait le trajet avec nous. Quand il est arrivé à l'aéroport, c'est l'armée qui est venue nous chercher. Voiture banalisée, voiture officielle et tout, etc., qui nous a transportés à l'hôtel. Et ensuite, il y avait cette soirée dans les studios de cinéma. Un truc dans le genre, 4000. C'était très difficile à jauger. Mais je pense que c'était dans l'ordre du 4000 personnes, 3000 personnes qui avaient la chance de venir faire la fête en plein période de guerre. Donc je crois que c'était la plus belle énergie, la plus puissante énergie de salle que j'ai connue de toute ma vie, en fait. Voilà, ce soir-là. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ouais. Il y avait un défilé de mode par Xulibet en plus, qui était un designer très à la mode. Il y avait un DJ anglais. Et on était 5, me semble-t-il. Voilà. Ça, c'est énorme. C'était vraiment énorme. Waouh, j'ai les images dans ma tête. Aujourd'hui, la musique, le DJing, c'est de l'histoire ancienne? Non, pas du tout, puisque j'ai signé sur le label anglais Adjazz, sous un autre nom, qui s'appelle System B, quelque chose de plus orienté technique, puisque je me suis focalisé sur un process de composition, voilà, qui est lié aux machines, donc d'où le nom de System B, puisque c'est mon propre système de composition lié à la technique que j'ai créé, en fait. Voilà. Il y a 2 autres maxi qui sont en projet, qui vont sortir. Les titres ont été choisis par Martin, voilà. Il y a eu plusieurs Lady B autoproduits, moi. Et il y a eu plein de Lady B sur plein de labels différents, en fait. Parce que j'ai tâtonné pas mal de choses. Et il y a eu aussi des sorties sous mon nom à moi, sur mon vrai nom, mon patronyme de naissance. Voilà, dont une sortie sur le label d'Eric Carter et Luke Solomon, sur Classic. Et un autre sur un label super underground allemand, qui appartient à un gars qui avait... C'était le 2e label d'un gars qui avait créé un label qui s'appelait Four Roses à l'époque, où il a sorti les premiers maxi de Motor City Drum Ensemble. Et en fait, il a créé un autre label qui s'appelait CTF. Et j'ai fait numéro 2. Et là, du coup, un de mes titres s'est retrouvé sur le Live at Robert Johnson de Dixon, en fait. Voilà. Son seul CD mixé. Dans les 12 titres, il y a un titre à moi, en fait. C'est pas mal. J'étais plutôt flatté, en fait.
Et voilà, non, la musique, toujours. Là, j'ai d'autres projets. Là, j'ai un projet sur un jeune label français. Enfin, jeune. Ou jeune, parce que par rapport à mon âge à moi, le label, il est tout jeune, en fait. D'une artiste française qui est vraiment... qui fait partie des 5 artistes françaises sur le devant de la scène les plus connues dans le monde. Voilà, j'en parle pas trop parce que on attend une réponse... d'une autorisation pour un titre, voilà. Il y a 4 nouveaux. Le principe, en fait, c'est de ressortir The Groove Is Going On, qui était sorti sur FCOM, en fait. Mais pas en tant que revival, en tant que base de travail, de direction artistique d'un nouveau projet, en fait. C'est-à-dire, à l'heure du digital, avec tous les plugins, toutes les émulations de synthé, et toutes les possibilités de sources sonores à bas prix, puisque un synthé virtuel maintenant c'est quoi, ça va de rien, open source, à quoi, 300 €, allez, 600 € pour les plus perfectionnés. Donc en fait la direction artistique du projet, c'est d'utiliser un setup minimum, comme j'avais fait pour The Groove Is Going On, c'est-à-dire un synthé monophonique, un sampler, boîte à rythme, des effets et basta. Voilà. Donc du coup, il y a 3 nouveaux titres et The Groove Is Going On qui va ressortir, en fait. Voilà. Parce que Chloé le joue toujours. Ah, voilà, c'est dit Chloé. C'est sur le label de Chloé. Et on attend l'autorisation de Pias pour ressortir The Groove Is Going On. Voilà. Et puis ça, c'est pour les choses qui sont concrètes, signées. Plus ou moins, voilà. Ça laisse présager des lives ou pas? Je suis un mec de studio, moi, je trifouille, je triture, mais j'aimerais bien j'aimerais bien me créer un autre pseudonyme qui aurait un setup live, en fait, parce que maintenant, on peut faire beaucoup de choses en direct, on peut jammer comme des groupes. Ce qui était faisable, ce que fait Jeff avec le mode tap de la 909, en fait, c'est-à-dire composer en direct. Maintenant, on peut pratiquement le faire avec tout. Herbert, il faisait aussi en direct quand il samplait et qu'il bouclait directement un son qui samplait dans la salle et qui commençait à composer et son live était construit comme ça. Maintenant, c'est plus facile techniquement. Donc oui, j'aimerais bien me construire un setup qui serait du comme arriver avec ses disques et de pas savoir quoi faire, d'improviser en fonction de l'interaction avec la salle, le faire mais avec de la composition et pas du mix. Oui, il faut ça me plairait bien, ça me trotte dans la tête. Il faut se pencher dessus, il faut du temps, faut réfléchir à quelle machine on est avec quelle machine on est le plus à l'aise pour faire ça, pour pas que ce soit préenregistré, parce que j'ai vu beaucoup de live préenregistrés. C'est du DJing, en fait, hein. Tourner les boutons d'une modulation avec quelque chose qui est déjà composé. On n'est pas vraiment dans du live. Là, ce qui est intéressant avec les performances des machines digitales, c'est qu'on peut composer sur l'instant. C'est là où ce serait vraiment intéressant. Ouais, ça me plairait bien, ouais. J'y pense, mais c'est chaud quand même. Par rapport à cette époque, est-ce que tu as des titres cultes, des références qui t'ont marqué en fait, j'ai eu des déclics 4 fois, je dirais. J'ai eu le déclic une fois quand j'ai écouté Reese and Santonio, The Rock to the Beat. Là, il y a un truc qui s'est passé dans mon corps, dans ma tête et tout, etc., etc. J'ai eu la même chose quand j'ai écouté l'Armani Trax. C'est un DJ qui le joue, un DJ italien qui l'a joué, mais il était déjà sorti depuis longtemps. Je ne le connaissais pas. J'ai eu un autre déclic quand j'ai écouté le UR003. Et j'ai eu un autre déclic quand j'ai écouté le E9,
de Jeff Mills, The Other Day, EP. Voilà. Alors, dans une interview que j'avais trouvée sur internet, tu citais aussi le Red Planet 5. Le Sky Painter, oui. Ouais, ça va aller, on va rajouter celui-là. Ah oui, le jour où j'ai écouté ce titre-là, j'ai dit... Ouf. Mais on reste dans la musique de Mike Banks, en fait. Donc, j'ai eu une plus grosse claque en écoutant le UR003 quand Red Planet, c'est un peu l'extension de Mike Banks en solo. Donc, c'est un autre positionnement, un peu moins agressif, un peu plus... comment dire... quand on écoute du Red Planet, je sais pas, on a l'impression de regarder derrière quelque chose, derrière un mur, derrière une limite, derrière... voilà, qui est différent avec la musique qu'il fait sur UR, en fait. Qui est plus brute, voilà. Mais oui, le Sky Painter, oui, c'est un disque que je joue toujours d'ailleurs. Hein. Et d'où le... En parlant de disques qui se jouent toujours, en fait le projet avec Chloé, il est né de ça en fait. Parce qu'elle est venue jouer à Nice, je suis allé la voir. Et au début des années 2000, on avait beaucoup joué ensemble en fait, à l'époque où j'avais sorti des trucs sur le label de The Hacker, de Vitalik et tout, etc., etc. Et on jouait beaucoup ensemble en fait, parce que je jouais au Pulp assez souvent. Et donc on est resté en contact. Et en fait, quand elle est venue ici, elle a joué le Groove is Going On en fait. Et elle m'a dit, mais ce disque, je ne l'ai jamais enlevé. Bon, il y a aussi des disques que j'ai jamais enlevés en fait. Le E9, le Sky Painter, le Red Planet 5, le UR3, enfin il y en a plein comme ça que j'ai jamais enlevé en fait. Le Maurizio Mix du Domina aussi, ça c'est juste, ça fait partie des... Il y en a plus de 5 là, mais si on met Mike Banks, Red Planet, UR03, qu'on le compte pour 1, voilà, on rentre le Domina Maurizio Mix en fait, qui pour moi est c'est plus qu'un classique là, ça fait partie de l'histoire gravée dans le marbre pour moi. Voilà. Bruno, écoute, merci d'avoir passé ce moment avec nous dans le passé. Voilà, on va retourner dans le présent grâce à la machine. Je te laisse appuyer sur le bouton et on se retrouve en 2019. Ok, salut. Bruno ? Merde, il y a un truc qui a pas marché. Ah, mauvaise manip, je suis revenu 10 minutes trop tôt, du coup j'ai filé. Bon, c'est pas grave, le principal c'est qu'il soit revenu sain et sauf. Bon, j'espère que ce petit voyage vous a un peu éclairé sur le personnage. Comme il l'a évoqué, son actu aujourd'hui, ce sont les prochaines sorties de System B, les 19 juin et 19 août sur Adjazz Record Company. Les titres des EP sont Random Mode Playlist numéro 1 et numéro 2. Pour l'EP de Lady B avec Chloé, ils ont l'accord Def Communication, mais pas encore de pièces, donc on espère vivement que ce projet verra le jour. N'hésitez pas à aller liker les pages de System B et Lady B, je vous mets tout ça sur Facebook. Nous on se dit au mois prochain, d'ici là je vais essayer de tester mon nouveau convecteur portable à l'Impact Festival au Mans. On y retrouve un line-up 100% français avec Laurent Garnier, Scanix, The Hacker, Rebotini, Tevatron et bien d'autres. Il y a de quoi faire, j'espère que certains auront le courage de voyager avec nous. Jusqu'ici, portez-vous bien, à bientôt. Je viens du futur. Dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Blast from the past. Blast from the past. Blast from the past. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. Blast from the past. Blast from the past. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Blast from the past. Blast from the past. Le convecteur temporel. Blast from the past. Blast from the past. Blast from the past.